Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Marie-Célie Agnon, poète, nouvelliste, romancière, figure connue au Québec, auteure d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Femmes des terres brûlées, qui lui a valu le prix Alain Grandbois en 2017 de l'Académie des lettres du Québec, Cette mort qui n'était pas la leur, et son dernier livre paru aux éditions Pleine Lune. Madame Marie-Célie Agnon, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, quand même. Chez Agora. Ça fait plaisir de vous accueillir, madame. Cette mort qui n'était pas la leur, magnifique titre. Alors, il y a un titre d'abord qui est évocateur, révélateur. On dit que tout titre, il porte quelque part une évocation, une révélation. Comment s'articule ce titre, justement, avec le projet de votre livre, madame Agnon? Bon, c'est-à-dire, d'abord, le pronom, leur, qui n'est pas la leur, ça nous indique que ça parle de plusieurs personnes, peut-être, qui sont mortes dans des conditions que j'estime inacceptables. Que je ne peux pas, enfin, dire que c'était le moment de leur mort qui était arrivé. Je ne peux pas accepter que l'on dise, bon, eh bien, voilà, ils sont morts, ils sont morts. Non, je crois que la mémoire de ces gens-là mérite d'être connue. Oui. Et puis qu'on doit parler d'eux, qu'on doit se souvenir de ces gens-là, parce qu'il y a quelque chose à apprendre de chacune de ces morts. Exactement. Vous êtes parti de ce fait le 14 octobre 2007. À l'aéroport international de Vancouver, un immigrant polonais nommé Robert Dziekanski est mort après avoir reçu des décharges de pistolets électriques administrés par des agents de la GRC. Vous avez été marqué par ce tragique événement. Vous avez fait un point de départ de ce récit fictif. À quel moment de votre processus créatif vous êtes dit eh ben, ça mérite que j'écrive un livre? Mais vous avez écrit avant, avant de faire paraître celui-là. Oui. C'était ainsi, bref, instant. Voulez-vous nous en parler, madame Agnon? Oui, c'est-à-dire lorsque l'événement est arrivé, quelques années après, mais pas très longtemps, parce que le premier texte que j'ai écrit sur M. Dziekanski a paru en 2017 dans un recueil de nouvelles qui s'intitule « Nouvelles d'ici, d'ailleurs et de là-bas », où je parle de différentes choses. Et je me rappelle, il y a une des nouvelles qui parle d'une réfugiée syrienne qui vit dans un camp de réfugiés. Il y a différentes situations. Mais la nouvelle sur Dziekanski est la première. Elle s'intitule « Un si bref instant ». Parce que quelque chose m'avait vraiment frappé lorsque j'ai lu les nouvelles. Il a fallu quelques secondes après l'arrivée des policiers qui sont venus après que M. Dziekanski ait attendu près de 9 heures à l'aéroport pour avoir de l'aide en quelque sorte. C'était quelqu'un de perturbé, de troublé d'être obligé d'attendre sa mère qu'il ne voyait pas. Et lorsque les policiers sont arrivés, il a fallu quelques secondes pour que cet homme soit mort. Et pour moi, c'était comme quelque chose... Enfin, je n'arrivais pas à accepter qu'un être humain perde la vie dans cette... S'ils étaient arrivés avant, là, ils seraient peut-être vivants. Bon, s'il y avait eu, je ne sais pas, s'ils s'étaient déchaînés contre eux, s'il y avait quelque chose, mais absolument rien. Un homme perdu dans un aéroport. Et je suis restée avec cette histoire quelques temps, quelques années, elle me tourmentait. Et ça arrive souvent que pour essayer de comprendre, peut-être, j'écris. Mais là, j'ai écrit, mais je n'ai rien compris. Je me suis mise dans ce premier texte, dans la peau de la mère de Dziekanski, qui attend son fils, qui prépare son arrivée, qui est contente, qui est heureuse. C'est son fils unique. Et puis, on lui remet un cadavre à l'aéroport. Essayez quelques minutes de vous mettre dans la peau de cette femme. Terrible. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire. Mais même après avoir écrit, je ne me sentais... C'est comme si je cherchais une réponse que je n'ai pas trouvée, même après ce premier texte. Alors, puis il y a eu George Floyd, il y a eu, enfin, toutes sortes d'horreurs. Et là, à un moment donné, j'en avais comme ras-le-bol. J'ai commencé à écrire là-dessus. Je pense que j'ai débuté ce texte au moment de la pandémie. Et et c'était très difficile pour moi d'écrire dans cette période-là, tellement j'étais stressée, j'étais vraiment très anxieuse. Et le texte a traîné jusqu'à ce qu'un jour je le reprenne. Et puis voilà, je l'ai terminé récemment. Alors Mona,
Zofia. Zofia, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'était le nom de la mère. C'était le nom de la mère. Oui. Et puis, à la lecture, moi, j'ai l'impression que vous êtes mis dans la peau de tout le monde, là. Mais plus chez Zofia. Oui. J'ai remarqué que dans mon processus d'écriture, je me mets dans la peau de tous les personnages. Voilà. Et quelquefois, je me dis peut-être que c'est ce qui fait que je suis si fatiguée après avoir écrit un livre. Mais il y en a un auquel je m'identifie sans doute beaucoup plus. Mais dans ce texte-là, j'ai cru remarquer que j'étais à la fois Zofia et à la fois Mona. Parce qu'il y a un discours chez Mona dans lequel je me retrouve, de mon rapport à l'exil, de mon rapport au lieu où je suis, de mon rapport à beaucoup de choses. Vous voyez, d'une sorte de colère qui m'habite. Et voilà, j'étais un peu les deux personnages et un peu Zofia aussi dans cette douleur que j'essaie de faire comprendre au lecteur qui va lire, et puis son rapport à la vie, un rapport que j'essaie de cultiver pour garder mon humanité. Parce que si on perd le contact avec la vie, on perd le contact avec l'environnement qui nous entoure, on perd cet amour pour la vie, pour les plantes, pour l'humain. Mais qu'est-ce qu'on est? On devient un robot. Et puis voilà, on perd notre humanité. On perd notre humanité. Et je crois que écrire pour moi, c'est une manière de conserver cette humanité. C'est une lutte. C'est une lutte. Puis le livre parle quelque part, peut-être mon regard là subjectif là permettez, de mémoire collective et de mémoire individuelle. Peut-être mémoire individuelle parce qu'on est impacté par ce qu'on voit, alors on l'écrit pour soi, pour le projeter vers l'autre, et puis de mémoire collective, parce que là on veut dire que notre humanité, on en parlait tout à l'heure, notre humanité elle est à nous, et il faut savoir la sauvegarder par des valeurs. Absolument. Et quand je parle de mémoire collective, pour moi, il y a un passage où je parle de cette dame qui était décédée, voilà que j'oublie son nom, à l'hôpital des Premières Nations. Oui. Le nom est dans le livre. Le nom est dans le livre, oui. Vous en avez parlé. Oui. C'est-à-dire toutes ces mémoires, tous ces gens qui meurent dans cette violence, il faut pouvoir garder leur nom en nous. Il faut pouvoir refuser ce genre de situation dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Je suis ici. C'est ici que j'ai fait ma vie, j'ai décidé d'écrire et j'écris sur ces choses qui pour moi semblent importantes. Ailleurs, je l'aurais fait aussi sans doute. Parce que pour moi, quand notre parole devient une parole publique, c'est aussi une parole qui doit assumer une responsabilité. Tout à fait. J'accueille Mme Marie-Célie Agnan, mesdames et messieurs, qui vient de faire paraître chez les éditions Pleine Lune cette mort qui n'était pas la leur, avec le livre que voici. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle littérature. J'ai plaisir d'accueillir la grande Madame Marie-Célie Agnan. Plus de 20 livres. Le tout dernier, Cette mort qui n'était pas la leur, chez les éditions Pleine Lune. Il y a plusieurs thématiques dans le livre. La mort, le deuil, qui sont au cœur du récit. L'exil aussi, parfois. L'amitié, surtout, un hommage à l'amitié entre les deux. Surtout autour du jardin de Zofia, de magnifiques confidences. Comment est-ce que vous avez abordé ces thématiques et ces sujets qui sont sensibles, sans les réduire? Parce que le fait d'approcher ces sujets, il y a toujours une sensibilité, mais vous avez réussi à le faire. Enfin, peut-être que je crois que ce sont des choses qui viennent tellement profondément en moi. J'ai l'impression de me livrer totalement dans cette écriture-là, principalement. C'est vrai que la question de prendre soin de soi, la question de l'autre, c'est quelque chose qui m'habite aussi. Et ça peut paraître contradictoire parce qu'on me perçoit comme quelqu'un qui est plutôt assez... qui se protège beaucoup, mais je crois que quand on est prêt à s'ouvrir, il y a aussi une nécessité de se protéger. Les gens ne comprennent pas parfois comment je peux être
distante, mettre de la distance. C'est de la distance, oui. Vous voyez, alors je crois, c'est-à-dire j'écris des choses, je mets des valeurs sur le papier auxquelles je tiens, Oui. que je pratique, Oui. vous voyez, au quotidien. Alors je crois que dans un sens comme ça, c'est peut-être plus facile d'écrire les choses dans lesquelles on croit. Parce que je crois de manière vraiment très profonde à la question de la justice. Et lorsque j'écris, je suis obligé de me mettre une laisse des fois pour, vous voyez, pour contenir les choses, parce que c'est trop facile d'abattre un enfant de 15 ans dans la rue. De ne pas lui donner même une chance de survivre à cette légèreté, pour moi, elle est inadmissible et il faut pouvoir le dire. Avec des mots exacts. Avec des mots exacts et chercher la meilleure façon de le dire et travailler, raboter le texte jusqu'à... C'est comme ça que j'écris, raboter. Oui. Lorsque j'ai débuté ce texte, je croyais avoir fini avec moins de 100 pages. Mais j'ai continué, j'ai travaillé. Oui. Et vous voyez, le texte a plus de 200 pages aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, c'est le travail de rabotage de la langue enfin, d'aller au cœur des sentiments, d'aller au plus loin et de ne pas avoir peur des mots aussi, ne pas avoir peur du refus de celui qui peut-être va lire ce texte et n'en voudra pas, parce que je suis certaine que ce que j'avance, il y a une forme de vérité là-dedans, et je suis certaine aussi que c'est un discours que beaucoup voudront entendre. Alors j'ai fait le choix de ceux à qui ce texte va parler. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a la joie aussi. Hein. Ah oui. Mais il y a la joie à travers un style imagé. Le muguet, c'est symbole du renouveau. Hein. C'est symbole de l'espérance. Je ne le savais pas. Au fait, c'est une expérience que j'ai vécue justement avec... Oui. Il y a une revue littéraire qui un jour m'a demandé un texte sur la joie. Et tout à coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur la joie? Et j'étais vraiment mal... Je ne savais pas trop entre désir de faire le texte et de dire, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais écrire? Et tout à coup, je suis sortie et je suis tombée sur cette petite fleur qui est dans mon jardin et que je regardais à peine. Et je me suis baissée et là, j'ai vu la clochette. Et comment ça... Et vraiment, ça a commencé à... Et je me suis rendu compte, mais elle est tellement magnifique, cette fleur. On aurait dit une petite jupe lorsque je l'ai vue, toute brillante comme ça. Et ça m'a... Bon, l'imaginaire a commencé à... Mais permettez-moi de citer cet extrait, page 44, Madame Magnon. Sur la joie, justement, il y a cette image, justement, du muguet. Je pense que c'est Zofia qui parle. Hein. Oui. Quand on sait que par une paresse de l'esprit, on associe très souvent la joie au plaisir. Considéré comme un bien de consommation offert à qui mieux, il n'y aura pas lieu de s'étonner lorsqu'un jour viendra où il essaie de vendre l'air que l'on respire, de nous extorquer de l'argent pour chaque rayon de soleil. Je suis prête à mettre ma main au feu, mon âme a juré que tout, comme le plaisir, certains rêvent d'exploiter la joie, d'en faire une chose comme tant d'autres. Une joie convoitée par des goinfres insatiables, une chose vulgaire, de plus, à exploiter, à gober, qu'il faut posséder, qui nous est dû. Que l'on pourchasse, que l'on rêve de mettre en bouteille, d'engranger dans les coffres d'une banque. Résultat, caché dans les sous-bois, le muguet a appris à se protéger. Oui. Mais quelle magnifique image! Merci. Oui, c'est vrai. Et ce que vous venez de lire, là, moi, j'y crois. Je me dis, on a des goinfres qui ne font que ça, de penser. C'est ça, oui. Comment faire payer pour ceci? Comment faire payer pour cela? Oui. Vous voyez, qui n'ont en tête que l'argent. Et c'est un problème de ces sociétés, vous voyez. Et puis on prend cela... Les gens se révoltent à peine. C'est vrai qu'on a l'impression que les révoltes ne servent à rien. Oui. Mais petit à petit, on nous dépouille de tout ce qui pourrait nous donner de la joie, en quelque sorte. Mais je pense que c'est aussi la joie de l'amitié. Hein? La joie et donc la joie de l'humanité. De l'humanité, vraiment, des rapports entre humains. Il y a aussi dans le livre cette magnifique thématique qui est le rapport à l'autre, l'altérité, qui revient à chaque fois. Et vous avez parlé aussi par cette expression l'érosion de notre humanité.
est-ce que l'érosion de notre humanité a vraisemblablement un rapport avec ce rapport à l'autre qui n'est plus comme avant, hein? Enfin, je ne sais trop. Moi, j'ai un peu de mal avec l'avant et le maintenant, sauf que, bon, je sais qu'on est dans un moment charnière de notre humanité, un moment où, c'est-à-dire, c'est comme si on déclare que l'humain n'a plus de valeur. C'est-à-dire, auparavant, pour moi, ça avait toujours existé. Mais là, on le dit. Il y en a qui méritent d'exister, qui méritent de vivre, et d'autres non. C'est ce qui est horrible, voilà. Et voilà, je pense que c'est aussi contre cette manière, peut-être que c'est mieux qu'on le dise comme ça, je ne sais pas, mais l'être humain a aussi une faculté d'accepter les choses, de survivre à tout ce qui est le plus horrible et de se donner une raison pour accepter cela, en se protégeant peut-être un petit peu, mais l'autre, est-ce qu'on est prêt à le protéger aussi? Voilà. Et je crois que c'est la question fondamentale, hein. Voilà, sans ce regard à l'autre, on oublie qu'on se dépouille de tout ce qui peut nous protéger aussi. On ne peut pas se sauver tout seul dans cette guerre, il ne faut pas dire, je ne parle pas de ce que l'on... Mais cette guerre contre l'humain, on ne peut pas se sauver tout seul. Se sauver. Très bien. Bon, on va continuer la conversation, très intéressante conversation, mesdames et messieurs, avec Madame Marie-Célie Agnon, qui vient de faire paraître cette mort qui n'était pas la leur. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora et ici Télévision, Kamal Benkiran avec vous. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Marie-Célie Agnon, qui vient de faire paraître son tout dernier récit, Cette mort qui n'était pas la leur. Un livre à lire. Alors, le roman dialogue avec des vérités qui sont contemporaines, là, connues, là. J'allais dire la solitude d'un monde seul. Même les titres sont les titres des chapitres sont très expressifs. Enjamber la haine, la défier. En quoi ces réalités, par exemple, ces titres par exemple, qui contiennent tellement de valeurs, de peur aussi, en quoi ils nous enrichissent ou ils nous appauvrissent aussi? Moi, je crois que j'ai choisi ces titres spécifiquement pour que chaque titre soit l'objet d'une réflexion. Vous voyez, que la personne, enfin le lecteur, qu'il puisse s'interroger sur ces titres-là aussi. Okay. Vous voyez, quand on parle de siècle de haine, qu'il aille vers l'histoire pour comprendre d'où est venue cette haine, depuis quand elle est là, depuis quand on patauge dans cette haine. Parce qu'il faut connaître l'histoire aussi. Oui. On serait étonné de voir les lacunes qu'ont les gens sur les questions historiques. Et je pense aussi que ce livre, j'ai voulu écrire une espèce de rappel de l'autre autour de nous. Quand on regarde, je ne sais pas, il y a des gens qui disent que c'est depuis la pandémie, mais on est dans une société où ils se sont arrangés, ceux qui dirigent, ceux qui mènent le monde, ceux qui ont fait de nous aujourd'hui des gens qui ne sont là que pour obéir à ce qu'ils nous proposent. Auparavant, on pouvait parler aux gens au téléphone. Aujourd'hui, on ne peut pas. Il faut texter. Aujourd'hui, on ne peut plus parler à un être humain, quel que soit l'endroit où vous appelez, vous devez parler à des robots. C'est-à-dire, de plus en plus, on nous enlève. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais va arriver un moment où les gens ne sauront plus comment parler. Voilà. Déjà que les élèves en classe ne savent plus comment écrire. Oui. Déjà qu'on ne lit pratiquement plus. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'ils veulent que nous... Est-ce qu'on doit devenir des robots, comme tous ces robots qu'ils fabriquent aujourd'hui? C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'être passéiste, ni d'être... C'est une question de voir où allons-nous avec toutes ces avancées qui n'ont aucune limite
parce que les poches de ceux qui empochent l'argent avec toutes ces histoires n'ont pas de limite non plus. Oui, oui, c'est pas, on vient de le dire, c'est des goinfres insatiables, etc. Exactement. Et il n'y a pas de limite quand vous dites... Parce que je me dis, l'écriture, c'est quelque chose qui me sert aussi à ne pas être une spectatrice de ma vie, de l'existence. Je suis, j'existe, et je dois prendre parti, c'est-à-dire, je dois être et je dois servir à quelque chose. Oui, oui. Ma vie doit servir à quelque chose. Oui. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Exactement. Mais par exemple, défier des siècles de haine, mais quelle profondeur. Puis, j'imagine, ce sont des thématiques qui ont évalué, hein, ou je veux dire qui ont évolué. Est-ce qu'elles ont évolué au fil de vos réflexions, je veux dire, dans le livre? Bon, c'est-à-dire l'écriture m'aide beaucoup aussi dans ce sens-là à donner, comment dire, je ne dirais pas avoir de l'espoir, mais quand même le fait de créer quelque chose qui, pour moi, fait sens, qui, pour moi, rejoint l'autre en quelque sorte, ça me donne un peu de satisfaction. Mais de là à dire que ça fait plus que ça, non. C'est un support, finalement. C'est un support à mes réflexions. C'est une manière de me dire que mes réflexions sont partagées par d'autres, qui les acceptent. C'est une manière de faire communauté également, communauté de ceux qui lisent, communauté de ceux qui me reçoivent, communauté, vous voyez, d'être utile à quelque chose. Et en ce sens-là, voilà, ça me console peut-être de cette... Oui, ça me console. Mais qu'est-ce que cette mort qui n'était pas la leur vous a appris, vous a donné, je veux dire... vous a appris sur vous-même comme écrivaine? Qu'il faut toujours avoir le courage de dire les choses que l'on espère cacher. Le courage, voilà. Oui, il faut poursuivre. Il faut poursuivre, donc c'est une question de quête à l'infini. C'est un livre qui est déjà dans les bibliothèques, hein, on va dire. Dans les librairies. Dans les librairies, je veux dire. Cette mort qui n'était pas la leur, Madame Marie-Célie Agnon. C'était tout le temps là. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Le temps passe très vite. Raison de plus pour l'utiliser à bon escient. Raison de plus pour l'utiliser, exactement. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous jeudi prochain, chaque jeudi à 15h30, Agora et ici Télévision. Portez-vous bien. Rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel invité. Au revoir.